mais moi, s'il m'avait dit, je me serais libérée. Hein. Moi, j'avais un truc à faire, mais j'aurais pu me libérer. Hein. On m'a pas dit que moi, on m'a pas dit qu'il pouvait pas y aller, mais dit. Oh. Parce que c'est pas cool, toi, tu fais un... Oh, je suis désolée, on m'a pas prévenu, hein, sinon je me serais libérée. Hein. Bon, allez, je me calme, moi je suis un peu speed. Je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a plus de caméras que d'habitude. Oui, mais... Pardon. Bonjour à tous. Je vous propose de commencer le conseil. Je crois que même si on contrôle le pass sanitaire, je crois que la règle, c'est toujours de conserver un masque. Je vais juste l'enlever pendant que je parle. Nous avons, j'espère cette fois-ci, mis en place une solution technique qui permet à ceux qui rejoignent le conseil municipal sur les réseaux sociaux de l'entendre. Et le règlement intérieur m'oblige à prévenir l'ensemble des conseillers municipaux que cette séance est filmée et diffusée. Je vais maintenant procéder à l'appel. Olivier Klein, présent. Samira Taïbi, présente. Mehdi Bigaderne a donné pouvoir à Zaya Ishbouden. Alors, Mariam Sissé a donné pouvoir à Dounia Abdelwabi. Dounia va nous rejoindre, elle est en conseil d'école. Faisal Bouricha est pour l'instant encore absent. Marie-Florence de Prince, présente. Dumour Guneslik, présent. Jamila Bekay a donné pouvoir à Alan Aslan. Alan Aslan, présent. Zaya Ishbouden, présente. Maurice Stevanman Noharan, présent. Anne Jardin a donné pouvoir à Marie-Florence de Prince. Roger Kessever, présent. Sylvie Charlayan, présent. Christine Delormeau a donné pouvoir à Sylvie Charlayan. Stéphane Testé, présent. Céline Christini a donné pouvoir à Dumour Guneslik. Mérine Akhtar, présente. Samir Mesdour, présent. Il est là. Aïssata Sissoko a donné pouvoir à Olivier Klein. Mamouna Silla a donné pouvoir à Sacha Okotnikov. Wassim Benariz, il est là, je l'ai vu. Donc Dounia, elle arrive. Monia
Maganda, elle est là, je l'ai vue. Mohamed Zagouani, pareil, il est en conseil d'école, il va nous rejoindre. Sali Atagan a donné pouvoir à Maurice Tevamanoaran. Cyril D'Angelo, il est là. Naoufal Megni, il est là. Sacha Okotnikov, il est là. Sana Geroudi, elle est là. Pour l'instant, Abdelali Méziane absent. Delphine Blaise absente. Elhaj Diop absent. Linda Ikerdouche absente. Mathieu Dubuisson absent. Je vous le dirai lorsqu'ils nous auront rejoints. Y a-t-il des remarques ou des questions sur le procès-verbal du Conseil municipal du 23 septembre 2021? Non. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Il est donc adopté. Je propose de faire ce Conseil municipal sous le secrétariat de séance. Alors le dernier, c'était Samir Mesdour. Donc si je continue l'ordre du tableau... C'est Wassim Benariz qui est notre secrétaire de séance. Quel honneur. Alors, la partie la plus importante, mais pas seulement évidemment de ce conseil municipal, sera consacrée au budget supplémentaire et à une partie importante liée aux finances. Et nous allons commencer par une première délibération sur les admissions en non-valeur. Samira. Excusez-moi, j'enlève mon masque. Bonsoir. Donc, cette délibération concerne les admissions en non-valeur. Donc, le comptable public propose l'admission en non-valeur de plusieurs titres qu'il n'a pu recouvrer pour combinaison infructueuse d'actes ou du fait que les restes à recouvrer sont inférieurs au seuil de poursuite. Donc, ces admissions en non-valeur ont trait à des titres émis par la ville qui renvoient à 3 catégories d'impayés. Alors, il y a 6 impayés relatives à la taxe locale sur la publicité extérieure ou à des prestations courantes fournies par la ville, telles que les cantines et les centres de loisirs. Donc, ces titres émis entre 2005 et 2019 représentent un montant total de 11 432 €. La deuxième catégorie sont 2 titres émis en 2019 qui sont aussi concernés pour un montant total de 51 703 € en réparation d'un préjudice financier. Donc, malgré la nature du préjudice, qui était détournement de subventions versées, l'admission en non-valeur est proposée suite au décès du redevable et l'absence de successeur. Il est aussi question d'impayés au titre du recouvrement des charges de chauffage sur les résidences du Chêne Pointu et de l'étoile du Chêne Pointu, où il y a eu également des travaux d'urgence qui ont été réalisés par la ville sur ces sites. Donc, ces titres ont été émis pour la somme totale de 13 569,30 €. Et le conseil municipal est invité à se prononcer sur les demandes d'admission en non-valeur proposées par le comptable public sur l'exercice 2021. Merci. Y a-t-il des questions sur ces délibérations qui sont malheureusement classiques, mais là, chacune de ces admissions sont parfaitement justifiées? Pas de questions. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Deuxième délibération, délibération sur des créances éteintes. Toujours Samira. Donc, le comptable public a informé la ville que les recouvrements à l'égard de certains redevables étaient achevés. Donc, il est question ici de créances devenues éteintes sur décision juridique extérieure. Il y a 2 cas de figure qui sont en présence. Donc, il y a le premier cas, jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs, et le deuxième cas, des jugements liés à une procédure de surendettement. Donc, juste une petite précision. Donc, contrairement aux admissions en non-valeur, ces jugements entraînent l'extinction de la dette et génèrent une charge définitive pour la collectivité créancière qui doit être constatée. Donc, d'où l'objet de la présente délibération. Donc, nous avons 2 dossiers pour clôture insuffisance d'actifs. Un pour un montant de 451,80 € et un deuxième pour un montant de 396,20 €. Et nous avons 2 dossiers de surendettement, un pour un montant de 185,10 € et le deuxième pour un montant de 2 962,92 €. Donc, le conseil municipal est invité à constater les créances éteintes présentées par le comptable public pour un montant total de 3 996 €. Mais merci.
Je signale l'arrivée de M. Ali Méziane. Est-ce que tu souhaites participer au vote de la deuxième délibération, même si tu n'en as pas entendu l'ensemble? Tu étais à la commission, donc c'est bon? OK. Y a-t-il des questions? Donc je mets aux voix les créances éteintes. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci beaucoup. La troisième délibération, toujours sur les finances, une délibération extrêmement intéressante sur la constitution et l'actualisation des provisions comptables et notre actualisation de tous les risques que nous avions inscrits dans le budget. Et ça a des effets comptables, bien évidemment. Je repasse la parole à Samira. Oui, c'est bon. Donc la comptabilité doit présenter des états qui reflètent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entité à la date de clôture. Donc la comptabilité publique, malgré ses spécificités, s'appuie de plus en plus sur les principes de la comptabilité générale, et c'est le cas pour le régime des provisions. Donc dès lors qu'une collectivité aura à supporter une charge dans un avenir plus ou moins proche pour un montant estimable mais non connu définitivement, donc le principe d'image fidèle veut qu'une provision soit constituée. Et techniquement, cela consiste à mettre de côté une proportion du résultat annuel à hauteur du montant du risque, pour que la trésorerie, ainsi sécurisée, puisse être mobilisée avec certitude en cas de concrétisation du risque. Donc là, c'était une petite précision concernant la constitution et l'actualisation des provisions comptables. Et donc, afin d'anticiper ces risques d'impayés de titres émis, la ville doit constituer des provisions comptables, et ces provisions permettent, en application du principe de prudence, de constater un risque ou une charge future. Donc ainsi, lorsque le risque ou la charge se réalise, celle-ci est neutralisée par une reprise partielle ou totale de la provision. Et les provisions elles sont provisoires et elles doivent être ajustées tous les ans au regard de l'évolution des risques et des charges encourues. Donc cette délibération vise à actualiser deux provisions qui sont déjà constituées. Donc la provision pour créances douteuses qui a été constituée en 2017. Vous avez un PowerPoint qui vous permet de suivre un petit peu ce que je vais vous dire de façon un petit peu plus claire peut-être. Donc la provision pour créances douteuses à constituer, elle s'élève à ce jour à 162 579 €. Cette provision, elle permet à la ville d'opérer une reprise et donc de neutraliser le montant des créances éteintes et des admissions en non-valeur qui ont été délibérées sur l'exercice 2021, soit 76 679 €. Et du fait de cette reprise partielle, la provision pour créances douteuses présente un solde de 85 899 000 €. Et donc, au vu des éléments travaillés avec le comptable public, cette provision doit être actualisée à hauteur de 148 304 €. Et donc, nous sommes tenus d'abonder cette provision de 62 404 €. Et c'est ce que nous vous proposons ce soir. Nous avons également la provision pour risque d'impayé au titre des interventions faites sur la résidence du Chêne Pointu et de l'Étoile du Chêne Pointu. Et donc, pareil, dans une démarche prudentielle, la ville a constitué en 2013 une provision comptable de 400 000 € pour faire face au risque d'impayé des titres émis par la ville lorsqu'elle a engagé les frais nécessaires à la poursuite de l'alimentation en chauffage et en eau chaude sur ces sites. Et cette provision a depuis permis à la ville de neutraliser les demandes d'admission en non-valeur successives qui ont été formulées par le comptable public concernant ces titres. Donc cette provision spécifique présente aujourd'hui un solde de 1 551 €, tandis que les titres de recettes, comme nous avons pu le voir, qui restent dus à la ville au titre de ses interventions sur ses résidences, totalise un montant de un peu plus de 83 000 € qui comprennent les charges de chauffage et les travaux d'urgence. Il est donc proposé d'abonder cette provision à hauteur de 81 455 €, d'une part pour couvrir les propositions d'admission en non-valeur 2021 présentées au premier point pour 13 569,30 € et deuxièmement pour éventuellement neutraliser les autres titres jusqu'à l'extinction de la dette.
Donc cette délibération vise enfin à constituer une nouvelle provision, et c'est une provision pour, compte d'épargne-temps, pour le compte d'épargne-temps des agents. Voilà, donc ce compte épargne-temps, il permet aux agents d'accumuler des droits à congé avec la possibilité d'en demander la monétisation à partir du 16e jour épargné. Donc cette possibilité offerte aux agents, elle constitue une dette potentielle pour la ville vis-à-vis des agents. Si tous les agents venaient à réclamer cette monétisation, il faudrait que nous puissions avoir la somme de 801 990 €. Donc, selon le détail qui vous est indiqué dans la délibération. Donc, le conseil municipal est invité à se prononcer sur ces 3 propositions. Merci beaucoup, Samira, pour cette présentation très claire. Je veux juste dire un petit mot sur les créances liées aux chaînes pointues, tant sur les travaux d'urgence que sur les charges de chauffage. C'est vrai que ça a été des sujets plusieurs fois abordés dans cette instance, et je veux saluer le travail mené par l'ensemble des services et par la civilité des habitants du chêne pointu d'avoir, malgré toutes les difficultés, trouvé les capacités à payer ce qui était dû. Mais voilà, nous avions été prudents en inscrivant ces risques, et en réalité, on a vu que la provision avait été largement baissée de plus de 330 000 € au regard des 400 000 € que nous avions inscrits. Donc je pense qu'on peut s'en féliciter. Y a-t-il des questions sur ces provisions? Non, je mets ah pardon, je note l'arrivée de Dounia Abdilouabi et de Mohamed Zagouani, Dounia ayant aussi le pouvoir de Mariam Cissé. Mohamed, je crois que tu n'as pas de pouvoir. Non. Donc je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Nous allons passer au morceau de bravoure de ce conseil municipal avec la présentation du budget supplémentaire. J'en profite pour remercier Céline qui est là, la directrice des finances, et la direction générale qui est derrière moi pour ce gros travail, comme toujours, de préparation du budget supplémentaire. Et souligner que normalement, la 25 et quelques personnes qui regardent le live voient les documents tels qu'ils seront présentés sur le PowerPoint dans un écran partagé. Et je remercie les techniciens d'avoir réussi ce morceau de bravoure en peu de temps, compte tenu du mariage qui a eu lieu cet après-midi dans cette salle. Samira. Donc, juste un petit rappel, donc le budget par rapport au budget supplémentaire. Donc, le vote du budget supplémentaire 2021 va permettre d'affecter les résultats 2020 conformément à la délibération prise en juin dernier. Deuxièmement, de reprendre les reports de crédits constatés en fin de gestion 2020. Et troisièmement, d'ajuster un certain nombre d'inscriptions du budget primitif 2021 suite à la notification de certaines recettes, notamment ou la survenance de nouveaux besoins à ce moment de l'année. Alors pour mémoire, le résultat 2020 constaté au compte administratif en juin était le suivant. En fonctionnement, nous avions un résultat net d'un peu moins de 8 millions d'euros, et en investissement, un excédent net d'un peu plus de 2 millions d'euros. Donc l'affectation délibérée a consisté à maintenir le résultat de fonctionnement en fonctionnement avec l'objectif de préserver l'épargne et de diminuer l'inscription d'emprunts faite au budget primitif. Alors pour ce qui est de la section de fonctionnement, donc en recette, l'affectation du résultat, l'intégration des reports et les ajustements proposés sont d'environ 537 000 €, portent le budget total à un peu plus de 67 millions d'euros. Donc en dépenses, nous avons un besoin d'ajustement d'environ 1,1 million d'euros qui est nécessaire, et ce faisant, une épargne supplémentaire de 7,390 millions d'euros qui est dégagée, ce qui porte le montant total de l'épargne à 8 200 000 €. Donc les principaux ajustements proposés dans le cadre du budget supplémentaire sont les suivants.
Alors, pour les recettes de fonctionnement, nous avons les ajustements proposés s'élèvent à 537 000 euros. Nous avons, alors pour les points saillants, nous avons l'ajustement des dotations 2021 notifiées par l'État, telles que la DSU, les dotations forfaitaires et la péréquation. On observe au global une stabilité des crédits inscrits. Nous avons également l'ajustement du produit attendu de fiscalité directe pour un montant de 112 000 euros. La prise en compte de subventions obtenues depuis le vote du budget, telles que quartiers d'été, cités éducatives et subventions de l'ADEME. La prise en compte des effets de la crise sur la facturation des services, et notamment la billetterie de l'espace 93. Le jugement de la CRC à l'encontre de l'ancien comptable est aussi intégré à hauteur du préjudice identifié, soit 200 000 euros environ. Et donc, cette inscription en recette est compensée par une inscription équivalente en dépenses. Et suite à la proposition de remise gracieuse qui a été délivrée par la ville en mars dernier. Et pour finir, suite aux premières délibérations que je vous ai présentées, la reprise sur les provisions au titre des impayés est aussi intégrée au budget pour environ 91 000 euros. Pour ce qui est des dépenses de fonctionnement, donc les ajustements proposés s'élèvent à près de 1 095 000 euros et ils se décomposent pour l'essentiel comme suit. Un ajustement de la masse salariale de 150 000 euros. Donc cet ajustement, il est proposé par précaution avec un possible dépassement des prévisions. Si dépassement il y a, il est essentiellement lié à l'effort fait en faveur des emplois saisonniers et à l'ouverture du centre de vaccination. Il y a également un recalibrage des crédits qui sont liés à l'avancée du projet d'habitat adapté et à des redéploiements d'enveloppes du fait de la crise. Et il y a également, pour exemple, l'annulation du festival Effervescence, qui en est un exemple. Il y a d'autres crédits aussi qui sont restitués avec des coûts d'opération affinés à ce stade de l'année, de même que le programme de travail des équipes. Donc, à titre d'exemple, le coût de la location des modulaires qui ont été posés à la rentrée à l'école Jean Massé, qui ont été revus à la baisse. Il y a un ajustement du fonds de compensation versé chaque année à l'EPT qui devrait être sollicité dans les prochaines semaines. Et donc, dans cette perspective, une provision de 69 000 euros est proposée pour couvrir ce possible besoin de financement complémentaire. Une enveloppe non prévue au budget est aussi proposée pour permettre, sur demande des usagers, le remboursement des spectacles annulés de l'espace 93 du fait de sa fermeture. Il est question de 26 000 euros. Et comme évoqué plus haut, la demande de remise gracieuse suite à la mise en DB de l'ancien comptable est prise en compte pour 200 000 euros et c'est idem pour les recettes. Enfin, la délibération sur les provisions comptables est intégrée, à savoir l'actualisation des 2 provisions préexistantes et la création de la nouvelle provision pour le CET. Donc, cette balance des ajustements en fonctionnement permet donc de dégager une épargne supplémentaire de près de 7,4 millions d'euros pour participer à l'autofinancement des investissements. Ce qui nous amène à la section d'investissement. Donc, plusieurs ajustements s'avèrent nécessaires en dépenses pour prendre en compte le décalage de certaines opérations d'équipement ou l'actualisation du coût d'autres opérations. Donc, le besoin de crédit supplémentaire est d'environ 4 millions d'euros. Il correspond à l'ajustement sollicité pour le nouveau conservatoire. Donc, avec les dépenses reportées de 2020, le budget total s'élève en investissement à un peu plus de 28 millions d'euros. Donc, en recette, l'affectation de l'excédent 2020, la prise en compte des reports et l'épargne supplémentaire de 7,4 millions permettent notamment de diminuer l'inscription d'emprunt de 7 millions d'euros. Et donc, les principaux ajustements proposés dans le cadre du budget supplémentaire sont les suivants.
Les dépenses d'investissement sont donc augmentées, comme nous l'avons dit, d'environ 4 millions d'euros. Et on note 3 grands types d'ajustements. Premièrement, les ajustements en lien avec l'avancement physique de plusieurs opérations d'équipement, dont la construction du nouveau conservatoire et le besoin de crédit de paiement supplémentaire en 2021 de 3 755 000 euros. Il y a également la restructuration du groupe scolaire Paul Vaillant-Couturier et un besoin supplémentaire de 150 000 euros. L'opération d'informatisation des écoles et un ajustement des crédits de 16 000 euros. 2 opérations ont pris du retard, ce qui permet de restituer des crédits. 318 000 euros liés à la création d'un local associatif à Les Maurice-Audin et 180 000 euros au titre du projet d'habitat adapté et l'acquisition de parcelles. Le deuxième type d'ajustement est l'ajustement lié à l'actualisation de coûts d'opération prévus. Alors, 212 000 euros pour les travaux de remise aux normes du grill scénique de l'espace 93, 75 000 euros pour le programme de travaux de mise en accessibilité des écoles, 45 000 euros pour les travaux d'extension et remplacement de l'auvent de l'école Pasteur, 18 000 euros pour la pose de la fibre entre l'école Paul-Éluard et l'hôtel de ville, 41 000 euros pour les travaux de pose des modulaires à l'école Jean Massé, 71 000 euros de surcoût pour la rénovation du retable de l'église Saint-Denis. Et le troisième type d'ajustement sont de nouvelles opérations qui sont inscrites au budget supplémentaire, parmi lesquelles une étude de circulation pour 100 000 euros, la création d'un drainage effectué en urgence à l'ancien cimetière Allée de la Colline pour un montant de 69 000 euros, l'équipement en visioconférence de la salle Nicolas Nelson au CAT pour un montant de 10 000 euros, et la pose de la fibre entre la maison du projet et l'hôtel de ville pour un montant de 16 000 euros. Il y a également le remplacement d'équipements radio et de géolocalisation pour la police municipale et les ASVP pour 17 000 euros. 14 000 euros pour des travaux sur la clôture de Barbus suite à une intrusion. 19 000 euros pour la réfection de la deuxième partie des sols souples du square des Libertés. 35 000 euros pour les travaux effectués suite aux incendies à la salle Charlotte Petit et à la maison du projet. 45 000 euros pour des travaux de remise en état des plafonds à l'école Pasteur. Enfin, plus de 300 000 euros sont restitués au titre de dossiers reportés ou abandonnés, comme l'acquisition d'un logiciel de gestion de l'armurerie. Voilà pour ce qu'il en est. Donc, s'agissant des recettes d'investissement, les ajustements renvoient à 3 éléments. Donc, le décalage du calendrier des opérations d'équipement induit un décalage dans l'encaissement des subventions qui reste certaine car notifiée. Donc, il y a les subventions de l'ANRU pour la construction du nouveau conservatoire. Il y a un acompte de 20% qui est attendu, soit environ 2 millions... pardon ? 2 millions et demi. Oui. Par rapport aux premières estimations. Et ce calibrage est lié à la modification du règlement financier de l'ANRU. Ce nouveau règlement permet à l'inverse de prévoir un acompte de 20% sur la subvention obtenue de l'ANRU pour la restructuration du groupe scolaire Paul Vaillant-Couturier. Donc une inscription supplémentaire de 2,5 millions d'euros est donc proposée. 200 000 euros au titre de la subvention de la métropole pour le projet d'habitat adapté. De nouvelles subventions ont été obtenues depuis le vote du budget primitif pour un montant total de près d'1 200 000 et cette enveloppe est donc intégrée au budget supplémentaire. Donc, la plupart de ces subventions renvoient à la DSIL, ce qui est la dotation de soutien à l'investissement local sur les dossiers suivants. 273 000 euros pour la rénovation thermique de l'école maternelle Jaurès, 87 000 euros pour la réfection d'une partie de la verrière de l'espace 93, 11 000 euros liés à la réfection de l'assainissement de l'école maternelle Maxime Henriet, 50 000 euros pour des travaux de sécurisation dans les bâtiments, 223 000 euros pour la couverture du terrain multisport à Barbus, 271 000 euros liés aux travaux de remise aux normes
du grill scénique de l'espace 93. Donc la ville bénéficie aussi d'une aide de la métropole pour la rénovation thermique de l'école Jaurès pour 279 000 €, ce qui porte à 80% le subventionnement de cette opération. Est aussi porté au OBS le produit des amendes de police 2020, donc au-delà des prévisions, pour 44 000 €. Et compte tenu de ces ajustements, l'inscription d'emprunt 2021 est diminuée de plus de 7 millions, passant de 14,46 millions d'euros à 16,37 millions d'euros. Voilà pour ce qui est de la présentation du budget supplémentaire. Merci beaucoup pour cette présentation extrêmement claire et précise avec l'ensemble des évolutions entre ce que représente un budget primitif et un budget supplémentaire qui nous permet d'ajuster au mois d'octobre notre budget. Je ne pense pas, mais qu'on aura d'autres modifications de notre budget d'ici à la fin de l'année, mais on en a toujours la possibilité avec, comme c'est indiqué, une diminution de l'emprunt à ce stade à 7 millions. On verra si on peut encore faire mieux compte tenu des décaissements nécessaires. C'est la première année depuis 5 ans que nous avons besoin de recourir à l'emprunt, évidemment de manière raisonnable. Ce qu'on avait dit lors du budget primitif, nous diminuons à peu près par 2 le recours à l'emprunt par rapport à ce que nous avions inscrit. Nous nous sommes donné les moyens d'emprunter à nouveau en nous désendettant pendant plus de 5 ans. Il y aura recours à nouveau à l'emprunt dans le budget 2022, puisque même s'ils sont très largement subventionnés à 70% à peu près, à 60% le conservatoire, près de 80% le groupe scolaire Paul Vaillant-Couturier, mais le niveau d'équipement public nécessaire dans le cadre du programme pluriannuel d'investissement et du programme en rue et des besoins des Clichois sont tels que nous aurons à recourir à l'emprunt, mais pour améliorer le service public, évidemment en restant dans une dynamique raisonnable et une capacité de désendettement au maximum 7 ans si nous tenons nos engagements à la fois en dépenses de fonctionnement et en dépenses d'investissement. Et je tiens aussi à souligner les efforts et le soutien de l'État, notamment à travers la DSIL et le plan de relance, qui nous a permis d'obtenir des subventions importantes et le soutien de la métropole du Grand Paris à travers le fonds d'investissement métropolitain qui nous accompagne notamment sur les rénovations thermiques des écoles depuis de nombreuses années. Y a-t-il des questions sur ce budget supplémentaire? On remercie encore Samira de la qualité de sa présentation et nos services de la qualité de la préparation. Et Ali qui a levé le doigt. Pardon? Ali, pardon. Oui, c'est bon. Pareil, donc je tenais à remercier donc les services pour la présentation donc de ce budget supplémentaire. Je ne vais pas dire grand-chose, si ce n'est qu'on peut effectivement se féliciter que le recours à l'emprunt a été réduit de moitié, et notamment grâce aux aides aussi de l'État, de la métropole, qui y ont contribué, et puis au sérieux. Donc, pour ces raisons-là, je voterai pour. Merci. Y a-t-il d'autres interventions? Je mets aux voix ce budget supplémentaire. Non. Écoutez, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci beaucoup pour cette confiance. On va maintenant passer aux ajustements de nos autorisations de programme et d'autorisations de crédit de paiement, dit APCP. Toujours Samira pour ce One Woman Show. Par la dernière délibération au niveau des finances. Donc, il y a plusieurs ajustements qui touchent à des opérations d'équipement qui ont été proposées dans le cadre du budget 2021. Donc, l'échéancier des autorisations de programme concernées doit être actualisé, donc en conséquence. Donc, il est donc proposé la création de 3 nouvelles autorisations de programme et les propositions sont présentées en dépenses puis en recettes. Donc, les ajustements d'AP déjà votés, nous avons les autorisations de programme concernant la construction du nouveau conservatoire. Vous avez également un PowerPoint pour pouvoir suivre sa délibération.
Donc l'avancée opérationnelle du dossier suppose de recalibrer à la hausse le crédit de paiement au titre de 2021 à l'appui du planning de l'opération actualisé à ce jour. Et comme vu lors du BS, les crédits 2021 sont augmentés de 3,755 millions d'euros. Donc au niveau de la ventilation actuelle, c'est un projet qui est d'un montant de 22 210 000 euros. Et donc pour 2021, nous avions prévu 8 244 000 euros 590 et pour 2022, 11 663 000 euros. Et la ventilation proposée pour 2021 est d'un montant de 11 999 590 euros et pour 2022, 7 908 000 euros. Nous avons également une autorisation de programme pour la restructuration du groupe scolaire Paul Vaillant-Couturier. Donc, après l'attribution du concours de maîtrise d'œuvre au printemps dernier, les crédits de paiement 2021 liés à cette opération doivent être ajustés par rapport aux prévisions faites lors du budget primitif. Donc, la ventilation que nous avons actuellement pour 2021, il était prévu c'est un montant, le montant de l'AP est de 21 300 000 et il était prévu pour 2021 un versement de 1 556 000 euros. Nous proposons une nouvelle ventilation avec pour 2021 1 706 000 euros. Voilà, et il y aura également un changement pour 2024 puisqu'il était prévu de verser 6 057 000 euros et donc pour 2024 nous proposons 5 907 000 euros. Nous avons également une autorisation de programme projet habitat adapté. Donc l'acquisition de terrain qui compose l'emprise future du projet ne pourra pas être concrétisée cette année. Donc ce décalage de l'opération amène à réviser l'échéancier des crédits de paiement de l'AP pour mettre au niveau ses besoins. Donc le montant des enveloppes 2021 et 2022. Donc l'opération est pour un montant de 1 631 000 euros. Il était prévu de verser 690 000 euros en 2021. Là, nous proposons un versement de 510 000, un peu plus de 510 000 euros. Il était prévu 500 000 en 2022 et là, nous proposerons 679 500 pour 2022. Maintenant, nous allons voir les créations d'une nouvelle AP de dépenses. Donc, ça concerne l'autorisation de programme création d'un local associatif à Les Maurice-Audin. Donc, la ville a saisi l'opportunité de réaliser un local associatif en corps de ville dans le cadre d'une opération de construction neuve de logements sociaux à Les Maurice-Audin. Vous savez tous que la demande est importante, que nous avons beaucoup d'associations sans locaux. Donc pour nous, c'est une vraie opportunité. Et donc, dans ce cadre, la ville a transféré la maîtrise d'ouvrage pour réaliser ce local associatif au bailleur ICF La Sablière, qui porte la réalisation des logements. Donc la convention actant ce transfert délibéré en mai 2019 prévoit le versement au bailleur des frais de réalisation du local. Ce sera une coque brute d'un montant prévisionnel d'un peu plus d'1 million. Donc un premier acompte de 10%, c'est-à-dire 106 000 euros, a été versé à la signature de la convention et les prochains versements devraient intervenir en 2022 et 2023. Donc cette dépense s'inscrivant dans une logique pluriannuelle, la création d'une autorisation de programme est proposée sur ce projet à hauteur du montant restant à verser à ICF La Sablière, donc 957 720 euros TTC, et donc avec un versement pour 2022 de 636 480 euros et pour 2023 318 240 euros. Pour les ajustements d'AP déjà votés, nous avons l'autorisation de programme du conservatoire avec une subvention de l'ANRU. Donc le règlement financier de l'ANRU a évolué et avec lui les modalités de versement des subventions octroyées. Donc les subventions sont dorénavant versées selon un système de paiement par échéancier
Et donc, ces nouvelles modalités de versement amènent à revoir l'échéancier prévisionnel d'encaissement de la subvention obtenue, avec un premier acompte de 20% attendu en 2021. Donc, le montant de l'AP est de 5 265 000 € et la ventilation actuelle prévoyée pour 2021, 3 160 000 €. Aujourd'hui, nous vous proposons 1 053 000 € pour 2021. Et puis bien sûr, du coup, il y a une répercussion. Donc pour 2023, il était prévu 558 000 €. Là, nous proposons 2 665 000 €. Voilà pour ce qui est du conservatoire. Nous avons également une autorisation de programme projet habitat adapté avec une subvention de la métropole du Grand Paris. Donc l'avancée opérationnelle de ce projet suppose d'ajuster l'échéancier prévisionnel d'encaissement de la subvention obtenue. Et l'encaissement du premier acompte est à présent attendu en 2022. Donc la ventilation actuelle prévoyait un versement à hauteur de 200 000 € pour 2021. Là, actuellement, la ventilation proposée pour 2021 est de 0 €. Et pour 2022, il était proposé 0 €. Nous proposons aujourd'hui 200 000 € pour 2022, rien pour 2023 et pour 2024, 300 000 € puisque nous prolongeons d'une année. Il y a également la création de 2 nouvelles AP de recettes. Donc, une AP sur la restructuration du groupe scolaire Paul Vaillant-Couturier avec une subvention de l'ANRU. Donc, dans le cadre du NPNRU, la ville a obtenu de l'ANRU une subvention de 12,67 millions € pour la restructuration du groupe scolaire Paul Vaillant-Couturier et des études à teneur opérationnelle ayant été conduites par la ville sur ce dossier. Un premier acompte de 20% sur cette subvention est attendu en 2021. Et donc, la création d'une AP sur ce dossier est proposée. Et la ventilation proposée est de 2 534 000 € pour 2021, la même somme pour 2022, la même somme pour 2023, également pour 2024 et 2025. Et pour finir, nous avons une AP sur le conservatoire avec une subvention de la région Île-de-France. Donc, la ville s'est vue attribuer par la région Île-de-France une subvention de 500 000 € pour la construction du nouveau conservatoire. Et donc, nous avons délibéré lors du conseil municipal du 23 septembre dernier la convention de financement et nous allons la signer, enfin, été signée par les 2 partenaires avec l'objectif de solliciter un premier acompte sur la subvention obtenue début 2022. Donc, la création d'une autorisation de programme consacrée à cette subvention notifiée est donc proposée avec un versement de 150 000 € en 2022, idem pour 2023 et 200 000 pour 2024. Donc voilà pour ce qui est des AP et je me permets de garder la parole un petit moment pour remercier l'ensemble de la direction des finances et également notre DGS, M. Wolf, et Céline Merle qui est présente aujourd'hui et qui a préparé le PowerPoint que vous avez pu suivre en même temps que ma présentation. Donc merci Céline pour le travail effectué et je compte sur vous pour transmettre mes remerciements à l'ensemble de votre équipe. Et merci également à Monsieur Wolf. Mais merci beaucoup. Retenez aussi, évidemment, il y a des vieux projets qu'on a dans les tuyaux depuis de nombreuses années, mais la création de l'autorisation de programme pour le local associatif Allée Maurice-Audin, qui n'est autre que la salle des prières sur laquelle nous étions engagés dans le futur immeuble des Jeunettes, qui va voir le jour à travers ce programme pluriannuel d'acquisition par la ville de la Coque. Pour le reste, je ne dis rien pour le moment sur l'habitat adapté, puisque c'est l'objet des 2 délibres suivantes sur lesquelles je reviendrai tout de suite. Y a-t-il des questions sur ces évolutions et ces nouvelles APCP? Non, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci beaucoup.
Les deux délibérations suivantes, je les présentais en une fois, mais nous voterons deux fois, sont à propos de la résidence adaptée ou habitat adapté allée rue des Prés. Hein, c'est la décision que nous avons prise il y a de nombreuses années d'accueillir enfin dans des conditions dignes les familles qui habitent à côté du centre administratif et technique rue des Prés. Nous avons longtemps travaillé, trop longtemps, sur ce projet et je remercie l'ensemble des services, mais aussi les familles qui habitent rue des Prés dans ces conditions extrêmement difficiles depuis trop longtemps. C'est un dossier qui est compliqué, sur lequel on a avancé, parfois reculé, mais qui va arriver à son terme. Nous travaillons avec I3F Résidence. I3F est un de nos partenaires historiques du PRU. I3F Résidence est une filiale d'I3F avec lequel nous travaillons maintenant sur ce projet. La ville a d'abord acheté des terrains pour permettre la réalisation de ce projet. Ça a pris un certain temps. Là aussi, il y a eu des aléas puisque un des terrains, nous n'arrivons toujours pas à retrouver les héritiers et donc nous n'arrivons pas à l'acquérir. Et donc nous allons faire le projet avec une parcelle qui est toujours non maîtrisée par la ville, mais ce n'est pas un problème. Nous avons été chercher un certain nombre de subventions, notamment des subventions métropolitaines. Et puis la ville a décidé, je vous le rappelle, de dépenser 1 million d'euros sur ce projet que nous avons inscrit dans le budget 2020, que nous avons plusieurs fois reporté. Et donc nous allons faire une subvention d'1 million d'euros à I3F Résidence. Et comme tout projet d'habitat social, lorsque la ville ou garantit un emprunt ou fait une subvention, a le droit à une réservation d'un certain nombre de logements. Bien évidemment, la réservation que nous avons aujourd'hui des 9 logements n'est pas pour utiliser ces logements pour d'autres familles que celles qui sont déjà présentes dans l'habitat adapté. Nous avons travaillé avec l'ADEP, avec nos services sociaux, à définir le besoin des différentes familles présentes historiquement. Et c'est cette trentaine de logements que nous allons réaliser avec 9 logements avec une réservation de la ville, mais on n'est pas comme du logement social classique, on ne va pas chercher des locataires, hein, on les a déjà bien évidemment, et si un jour des familles venaient à quitter leur logement, nous continuerons à travailler avec le groupe actuel pour proposer des solutions de relogement aux différentes familles. Donc nous avons plusieurs étapes. Nous avons décidé, pour aller plus vite et en échangeant avec les familles, nous avions au départ un projet avec une étape provisoire, mais cette étape provisoire n'était pas satisfaisante, elle était très coûteuse, elle obligeait à des multiples déménagements des familles. Donc nous avons maintenant une solution qui permet de construire directement le projet définitif. Évidemment, pendant la période du chantier, les conditions de vie seront compliquées, mais avec 3F Résidence et les services municipaux et nos différents partenaires, nous allons essayer de faire que les conditions de vie pendant le chantier soient les plus adaptées possibles. Nous allons rajouter des sanitaires et des douches en plus que celles de la ville, mais c'est insuffisant à installer il y a 1 an et demi maintenant, pour pouvoir vraiment essayer dans ce temps du chantier avoir les conditions les plus acceptables possibles. La délibération d'après, à l'intérieur de cette nouvelle résidence, il y a une voirie qui est une voirie communale, mais pour être plus efficace et gagner du temps dans ce chantier, nous allons confier à 3F Résidence la réalisation des espaces publics à l'intérieur du projet, et ensuite 3F nous les restituera. Et c'est l'objet de la deuxième délibération. Pour qu'on gagne du temps, il n'y aura qu'un seul marché de travaux, celui de la réalisation des maisons, mais aussi la réalisation de la voirie interne permettant de desservir l'ensemble de ces maisons. Donc 30 maisons, 9 avec un droit de réservation pour la ville, mais évidemment c'est un droit illusoire en l'état, mais c'est important de marquer le 1 million d'euros que la ville a mis dans ce projet, qui est un effort juste, mais un effort important que nous mettons et que nous avons décidé collectivement de mettre il y a plusieurs années maintenant dans ce projet. Voilà ce que je peux vous dire. Le permis est en cours d'instruction. Les entreprises vont être
consulté, bien évidemment, et l'ordre de service sera donné le plus vite possible pour que ce chantier puisse enfin démarrer, ce qui nous réjouit tous. Y a-t-il des questions sur ces deux délibérations sur les habitats adaptés? Pas de questions? D'accord. Merci. Donc, je mets aux voix la première délibération sur le droit de réservation et l'approbation de la convention entre la ville et 3F Résidences sur la subvention d'1 million d'euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous en remercie. Et la deuxième délibération qui confie à 3F Résidences la réalisation des espaces publics intégrés à ce projet. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci beaucoup. J'ai vu que quelques familles concernées par ce projet étaient en ligne sur le Facebook. Je les salue et je me réjouis avec eux que ce projet avance. Je vais faire la délibération suivante. Approbation de la convention de partenariat avec la Caisse d'allocation familiale relative aux transmissions des données dans le cadre du permis de louer. Vous savez qu'un certain nombre de villes du territoire ont mis en place la mise en œuvre du permis de louer et nous voulons être extrêmement attentifs à ce que les copropriétaires ou les propriétaires de résidences individuelles ou pas ou collectives prennent les autorisations de donner leurs biens en location et nous avons parfois des gens qui sont récalcitrants à demander ce permis de louer, d'abord le permis de diviser, parfois le permis de louer, et donc nous avons la possibilité de signer une convention avec la CAF pour vérifier qu'il n'y ait pas des locataires dans des appartements qui touchent l'APL par exemple et qui n'auraient pas demandé le permis de louer. Ce n'est pas de la délation, mais c'est aussi pour, et surtout pour protéger les locataires. Nous avons malheureusement à lutter contre les marchands de sommeil. Et on peut être locataire, toucher l'APL, mais être dans des conditions indignes. Et il est important que chaque appartement mis en location soit aux normes. Et c'est l'objet de ce permis de louer et de ces vérifications que l'on donne. Y a-t-il des questions? Non? Écoutez, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci beaucoup. Convention de partenariat avec la Fédération française de sport adapté. Alan. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, cette délibération concerne la convention de partenariat avec la Fédération française de sport adapté et le développement de la pratique du sport pour les enfants en situation de handicap est un axe essentiel de la politique sportive municipale. À ce titre, et afin de permettre d'accueillir un nombre accru d'enfants avec le nombre des éducateurs qualifiés nécessaires, le service municipal des sports construit un partenariat permettant de mutualiser les ressources humaines avec la fédération, je croyais qu'on disait qu'on n'entendait plus, avec la Fédération française de sport adapté via le comité départemental de sport adapté de la Seine-Saint-Denis, CDSA 93, dont les compétences dans l'accueil des publics en situation de handicap psychique et ou mental n'est plus à démontrer. Ce partenariat se traduit par la mise en œuvre d'une école multisport adaptée sur le territoire de la ville, section intégrée au club municipal des sports, CMS déjà existant. L'animation sportive et la conduite des séances de différents cycles du dispositif sont co-gérées en coopération entre 2 éducateurs mis à disposition par la ville et 2 éducateurs mis à disposition par le CDSA 93. J'invite donc le conseil municipal à valider ce partenariat opérationnel. Mais merci beaucoup Alan. C'est une délibération importante. On est extrêmement attentif avec l'ensemble du service des sports et avec toi, Alan, sur la question des enfants en situation de différents handicaps. On y a beaucoup travaillé cet été, notamment, et avant l'été, avec notre projet autour de la piscine et une piscine et un projet d'apprendre à nager inclusif. Et on va continuer, et on continue dans le cadre de la création de notre club de natation. Et il est extrêmement important que tous les enfants puissent s'épanouir à travers le sport. C'est le sens de cette délibération. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci.
Donc Samira, qui n'avait pas terminé, c'est à nouveau à toi. Sur les délibérations sur les personnels. Terminer les délibérations sur les finances et maintenant c'est le personnel. Et cette délibération concerne la création de postes au tableau des effectifs. Donc, au regard de l'évolution de nos effectifs, il est demandé la création des postes au tableau des effectifs. Donc, ces évolutions sont dues à des mouvements de personnel, à la mise en adéquation entre certains profils de postes et l'évolution des missions, à la réévaluation des niveaux de recrutement et donc des grades correspondant au profil de poste. Il est dû également à l'évolution liée à des changements internes et ou des reclassements, ou alors des nominations d'agents à des grades supérieurs suite à une réussite au concours, à une promotion interne ou à un avancement de grade. Donc toutes ces évolutions ne peuvent intervenir que si les emplois sont créés et s'ils sont vacants. Et c'est pourquoi il y a nécessité de modifier le tableau des effectifs. Donc je vous propose donc d'approuver le tableau des effectifs du personnel communal et c'est annexé et modifié par la création de 6 postes d'adjoint technique principal de 2e classe catégorie C à temps complet, un poste d'adjoint d'animation principale de 2e classe catégorie C à temps complet, un poste d'éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle catégorie A à temps complet, un poste d'ingénieur en chef hors classe catégorie A à temps complet, un poste d'attaché hors classe catégorie A à temps complet. Voilà au niveau de la création de postes au tableau des effectifs. Des questions? Pas de questions, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci, je te laisse la parole. Cette délibération concerne la création d'un poste de contractuel de travailleur social spécialisé en insertion professionnelle. Donc, il est proposé au conseil municipal la création d'un emploi contractuel à temps complet de catégorie A pour occuper les fonctions de travailleur social spécialisé en insertion professionnelle à la direction des solidarités. Donc cet agent sera rattaché à la direction des solidarités et il aura pour principale mission de faciliter l'orientation et l'accompagnement des usagers du CCAS sur les questions d'insertion et d'emploi, telles que l'accueil, l'orientation, la coordination et l'animation des dispositifs emploi et insertion professionnelle. Et deuxièmement, de créer et d'animer des actions municipales pour favoriser l'emploi, la formation et l'insertion. Également, accompagner les structures de formation, assurer la mise en place de nouvelles offres de formation et accompagner les créateurs d'entreprises. Donc, un appel à candidature a été lancé par annonce et publié sur le site du Centre interdépartemental de gestion afin de recruter de manière statutaire. Et cette opération s'est révélée infructueuse. Donc, le candidat devra justifier d'un diplôme permettant l'inscription au concours de catégorie A de la fonction publique territoriale. Il ou elle aura de bonnes connaissances du monde de l'entreprise, de l'emploi, de l'insertion et de l'environnement territorial et il disposera d'une expérience sur des fonctions similaires. Il faudra également une formation de niveau 6 minimum et cet emploi sera rémunéré sur la base d'un grade des attachés territoriaux. Voilà pour ce qui est de cette délibération. En l'occurrence, il s'agit d'un poste qui est déjà créé, sur lequel on passe d'un contrat d'1 an à un contrat de 3 ans, et c'est pour ça qu'il convient de redélibérer. Oui, c'est Momar. On a quelqu'un qui est vraiment très très bien et qui nous aide beaucoup dans nos relations, d'abord avec le territoire et le PT, pour faire le lien avec le service emploi intercommunal et défis, la mission locale, et ça nous a paru important d'avoir cette interface entre les demandeurs d'emploi, les profils en insertion, en recherche d'insertion, et les services qui peuvent parfois être non pas éloignés mais distants avec le PT, et Momar joue très bien ce rôle et nous souhaitons lui proposer un contrat de 3 ans. Est-il des questions? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci.
Samira, toujours, pour les avancements, je crois. Alors, oui, tout à fait. Cette délibération concerne le taux de promotion pour les avancements de grade, ainsi que sa mise à jour. Donc, pour tous les cadres d'emploi, excepté celui des agents de police municipale et le nombre maximum de fonctionnaires pouvant bénéficier d'un avancement de grade, est déterminé par un taux de promotion. Donc, ce taux de promotion, il peut varier de 0 à 100%. Et il est fixé pour chaque grade par l'Assemblée délibérante après avis du comité technique. Donc, par délibération du 18 janvier 2007, la ville a retenu pour les avancements de grade un ratio promu-promouvable de 100%. Donc, depuis cette délibération, certains cadres d'emploi ont été réglementairement modifiés. Et donc, la présente délibération a pour objet de mettre à jour la délibération du 18 janvier 2007 en confirmant le taux de promotion de 100% pour tous les grades de la collectivité dans la limite des conditions réglementaires fixées pour certains statuts particuliers. Donc, les agents qui répondent à des critères d'éligibilité sont tous proposés à cet avancement de grade. Question. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité toujours. Merci. Samira, toujours pour un technicien informatique. Là encore, c'est un poste qui existe déjà, je crois. Alors, cette délibération concerne la création d'un poste de contractuel de technicien informatique et télécom. Donc, il est proposé au conseil municipal la création d'un emploi contractuel à temps complet de catégorie B pour occuper les fonctions de technicien informatique et télécom à la direction de l'informatique. Donc, les fonctions assurées par cet agent seront 1. D'assurer les tâches d'informaticien et télécom courant, 2. Participer à l'élaboration de la stratégie de la DSI et d'assurer l'interface entre les agents de la direction et celle des autres directions et ou des prestataires extérieurs. Donc, le candidat devra justifier d'un diplôme permettant l'inscription au concours de catégorie B de la fonction publique territoriale et il aura des bonnes connaissances des systèmes d'information et de l'environnement territorial. Il devra avoir une formation de niveau 5 et cet emploi sera rémunéré sur la base d'un grade de technicien territorial. Merci. Pardon, excusez-moi. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Une délibération importante liée au télétravail. Oui. Alors, à Clichy-sous-Bois, ce sont près de 140 agents qui, durant la crise sanitaire, ont exercé leur mission en totalité ou partiellement à distance de novembre 2020 à juillet 2021. Donc, cette expérience, elle a fait l'objet d'une démarche de bilan et de projection. Donc, il y a eu un questionnaire en ligne qui a été diffusé et près de 86 agents volontaires y ont répondu. Il y a eu un séminaire qui a été dédié aux encadrants qui permettait d'exprimer les attentes managériales quant à la mise en œuvre du télétravail. Et plusieurs groupes de travail associant les agents volontaires se sont réunis et continuent de se réunir afin de préciser le futur règlement intérieur. Donc, dans l'attente de la définition du futur règlement, la collectivité doit délibérer sur les principes et les règles qui régiront ce mode d'organisation de travail. Donc, le conseil municipal est ainsi appelé à approuver les grands principes et règles régissant la mise en œuvre du télétravail. Donc, l'instauration du télétravail au sein de la collectivité à compter du 22 novembre 2021. Les activités éligibles au télétravail sont l'ensemble des activités exercées par les agents, à l'exception des activités nécessitant la présence impérative de l'agent public. Les règles à respecter en matière de sécurité d'information et de protection des données, telles que la mise en œuvre du télétravail qui nécessite la mise en place et le respect des règles de sécurité en matière informatique. Les règles à respecter en matière de temps de travail, de sécurité afin de protéger la santé de chaque agent.
Devra définir également les modalités d'accès des institutions relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu'à la médecine professionnelle au lieu de télétravail. Et dans le cas où l'agent exerce ses fonctions en télétravail à son domicile, l'accès au domicile du télétravailleur est subordonné à l'accord de l'intéressé, dûment recueilli par écrit. Il devra définir également les horaires de travail et les modalités de contrôle du temps de travail. L'agent en télétravail doit se conformer aux horaires habituels de travail définis dans le règlement. Le règlement intérieur définira également les modalités de demande et d'autorisation d'exercer le télétravail. Donc l'agence qui souhaite exercer ses fonctions en télétravail devra adresser une demande écrite à l'autorité territoriale. Et le télétravail s'effectuera, bien entendu, sur la base du volontariat dans les conditions définies par la présente délibération. Il faudra également voir les moyens qui seront mis à disposition de l'employeur. Donc l'employeur met à la disposition des agents autorisés à exercer leurs fonctions en télétravail les outils de travail nécessaires, tels que ordinateur, téléphonie. Il faudra voir également les modalités de formation. Donc l'agent en télétravail et son manager bénéficieront d'actions de sensibilisation et de formation inscrites au plan de formation de la collectivité. Il faudra voir également la mise en place d'un bilan annuel. Donc l'agent en télétravail et son ou sa responsable hiérarchique directe devront avoir un entretien annuel ayant pour objet d'établir un bilan de l'activité en télétravail. Et il faudra également, comme nous l'avons dit, la création d'un règlement intérieur relatif au télétravail. Voilà pour ce qui est de l'instauration du télétravail. Et j'en profite pour remercier l'ensemble des agents communaux qui ont permis la continuité du service public pendant cette période plus que difficile. Merci beaucoup, Samira, pour ce travail préparatoire et au service des ressources humaines. Et effectivement, merci à l'ensemble des fonctionnaires qui ont fait vivre cette collectivité et qui continuent à la faire vivre dans chacun des services. Y a-t-il des questions sur cette mise en œuvre expérimentale du télétravail, cette mise en œuvre du télétravail pour une période expérimentale d'1 an avec 1 jour? Pas de questions. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Toujours Samira, sur une délibération, cette fois-ci sur la petite enfance. Cette délibération concerne la création d'un emploi non permanent à temps complet d'éducateurs de jeunes enfants dans le cadre du projet de prévention précoce et parentalité, le PEPS. Donc, la loi de transformation de la fonction publique introduit une nouvelle possibilité de recrutement qui est le contrat de projet. Donc, ce nouveau contrat a pour but de mener à bien une opération ou un projet identifié. Il est à durée déterminée et son échéance est la réalisation du projet ou de l'opération. Il peut être conclu pour une durée minimale d'1 an et renouvelé dans la limite de 6 ans. Il est ouvert à toutes les catégories hiérarchiques, A, B et C, et tous secteurs confondus. Donc, les recrutements en contrat de projet doivent respecter la procédure de recrutement des contractuels sur emploi permanent. Il est demandé au conseil municipal la création d'un poste de contrat de projet sur des missions d'éducateurs de jeunes enfants afin de consolider l'équipe du PEPS. C'est un projet partenarial, donc département, caisse d'allocation familiale et l'établissement public de santé mentale ainsi que l'ARS, qui a pour principaux objectifs de contribuer à l'amélioration du bien-être du jeune enfant, de renforcer le développement de ses compétences psychosociales, de placer la reconnaissance des compétences parentales comme fondement du bien-être de l'enfant, de créer des conditions de développement d'un pouvoir d'agir des familles. Et les missions principales exercées par l'éducateur de jeunes enfants seront de mettre en œuvre un accompagnement des enfants identifiés, de soutenir et d'accompagner les familles en lien avec les professionnels du territoire, d'animer des actions collectives, de contribuer à l'évaluation de l'action pour en optimiser l'efficacité en lien avec les professionnels de l'équipe mobile.
L'agent devra justifier d'un diplôme d'État d'éducateur de jeunes enfants qui lui permettra d'exercer ses fonctions et également d'une expérience professionnelle minimale de 1 an. Donc, sa rémunération, elle sera calculée par référence à un grade du cadre d'emploi des éducateurs territoriaux de jeunes enfants, et le ou la candidate retenue sera recruté pour une durée déterminée jusqu'au terme du projet prévu le 31 décembre 2022. Dans le cas où le projet ne serait pas terminé à cette date, le contrat sera renouvelé par reconduction express dans la limite de 6 ans et la durée totale des contrats de projet ne pourra pas excéder 6 ans. Si le projet ne peut pas se réaliser ou si le résultat du projet est atteint avant l'échéance prévue du contrat, nous pourrons rompre de manière anticipée le contrat après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date d'effet du contrat initial. Voilà pour ce qui est de cette délibération. Mais merci, c'est un projet extrêmement intéressant qui est présent, dans lequel ce partenariat est souvent présenté et mis en avant, notamment par le ministère de la Famille et dans nos relations avec et l'Agence régionale de santé et la CNAF et le département de la Seine-Saint-Denis dans ses objectifs de prévention la plus précoce possible. Y a-t-il des questions ? Ali ? Juste se féliciter effectivement que, si j'ai bien compris, il y aura un local en plus au niveau du centre commercial de Chêne-Pointu, qui puisse avoir une équipe complète pour travailler effectivement sur l'enfance. On sait que dans ce secteur-là, il y a beaucoup de difficultés et je pense que ça sera que du plus pour les besoins urgents qu'il y a au niveau social sur ce secteur-là. En tout cas, c'est une bonne chose. Merci beaucoup. Je mets donc aux voix cette délibération sur le PEPS. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité. Merci beaucoup. Je vous présente la délibération suivante à propos d'un sujet extrêmement important pour l'avenir de Clichy et du Chêne-Pointu, mais pas seulement, de l'ensemble des copropriétés. Vous savez que dans le cadre du grand projet de requalification des copropriétés dégradées du bas Clichy, nous avons beaucoup de choses à mettre en œuvre. La requalification d'un certain nombre d'immeubles, la démolition d'autres, la création d'un cœur de ville, notamment le long de l'allée de l'Avenir et de l'allée Maurice-Audin, avec de nouveaux commerces, de nouveaux équipements publics. On a parlé de l'école Paul Vaillant-Couturier, on a parlé du conservatoire. Mais nous avons aussi un sujet lié, un sujet ancien, lié à notre réseau de chauffage urbain et à la capacité dont vont avoir les différentes résidences et les équipements publics à continuer à se chauffer et à avoir de l'eau chaude. Donc nous avons encore un certain nombre de sujets qui sont en débat sur ces questions-là, mais nous devons nous préparer à reprendre une délégation de service public de 3 ans pour permettre, le temps des travaux, de continuer à fournir le chauffage aux copropriétés et aux différents équipements publics qui sont branchés sur notre réseau de chauffage urbain, puisque notre échéance actuelle de notre DSP s'arrête au 30 juin 2022. Donc pour pouvoir se préparer éventuellement à recourir à cette solution-là, d'une DSP courte de 3 ans avant de prendre d'autres dispositions, il s'agit aujourd'hui d'approuver le principe du recours à la délégation de service public, de m'autoriser à lancer l'ensemble des procédures le permettant, sachant que dans le même temps, un certain nombre d'études, notamment sur la ville de Montfermeil, sont menées pour voir si, parce qu'aujourd'hui, à périmètre constant, à nombre d'abonnés constant, un réseau de chauffage urbain n'est pas potentiellement rentable. Par contre, si on travaille sur une échelle plus grande, notamment l'échelle de Clichy et Montfermeil, eh bien, un réseau de chauffage urbain pourrait être un système extrêmement vertueux. On entend tout ce qu'on se dit tous les jours en ce moment sur le prix du gaz. Nous savons que nous avons sous nos pieds une source géothermique et des moyens peut-être de nous chauffer de manière plus intéressante. Mais bien évidemment, tout ça devra être étudié et la proposition devra nous permettre de démontrer que le prix du kilowattheure est plus intéressant en utilisant ce réseau. Mais quoi qu'il arrive, nous avons besoin, dans le cadre des chantiers à venir, que chacun des immeubles et des copropriétés qui le souhaitent continue à être chauffé et à recevoir une fourniture d'eau chaude. C'est l'objet de cette délibération qui nous permet d'approuver d'abord le principe d'une délégation de service public pour l'exploitation du réseau de chaleur et ensuite de lancer
toutes les procédures afférentes à une DSP dans le cadre du rapport qui est annexé, qui précise l'ensemble des prestations que devra assurer le futur concessionnaire si nous y allions. Y a-t-il des questions? Non. Nous ne sommes plus qu'entre membres de la majorité, mais je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, unanimité, merci. Encore? Donc toujours Samira, cette fois-ci sur une opération importante, celle du recensement. Ouais, je te rassure Olivier, c'est la dernière que je présente. Donc cette délibération concerne l'organisation des opérations de la population pour l'année du recensement de la population pour l'année 2022. Donc le recensement de la population pour l'année 2022 se déroulera du 20 janvier 2022 au 26 février 2022. C'est pourquoi il est proposé au conseil municipal d'approuver le recrutement de 5 agents recenseurs, la nomination d'un coordonnateur communal et jusqu'à 2 coordonnateurs communaux adjoints. Donc, les agents devront notamment assister aux réunions de formation obligatoires organisées par l'INSEE, effectuer la tournée de reconnaissance et vérifier la liste de tous les logements de son secteur de recensement, distribuer, récupérer et vérifier les imprimés concernant tous les occupants des logements de son secteur de recensement et les inciter à répondre par Internet, relancer les habitants qui n'ont pas pu être joints ou qui n'ont pas répondu dans les délais impartis, rendre compte de l'avancement de son travail de recensement et participer aux opérations terminales de recensement, c'est-à-dire au classement et à la numérotation de l'ensemble des imprimés de son secteur. Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur de nouvelles modalités de rémunération afin de tenir compte de la qualité des opérations de recensement et l'application d'un bonus-malus en fonction du taux de fiches de logement non enquêtés par rapport au nombre de logements enquêtés par agent. Donc ces nouvelles modalités de rémunération, elles tiennent compte de la gestion des bulletins individuels, des feuilles de logement, des fiches de logement non enquêtées, des bordereaux de district et des relevés d'immeubles. Elles tiennent compte également de la participation aux séances de formation et des frais de transport. Enfin, il est proposé la mise en place d'un système de bonus lié au respect des objectifs fixés par l'INSEE. Ce sera un bonus de 100 € et d'un malus qui sera lié au taux de fiches de logement non enquêtées par rapport au nombre de logements. Ce sera un malus progressif en fonction du nombre de logements non enquêtés. Donc, concernant les modalités de rémunération des coordonnateurs communaux et adjoints, il est proposé de maintenir les mêmes modalités que les années précédentes, rémunération sur les bases des astreintes pour les soirs et les week-ends, ainsi que sur le nombre d'habitats recensés. Voilà ma dernière délibération. Mais merci, délibération importante, puisqu'il est important de connaître l'exact, si possible, état de notre population et de notre démographie. Je mets aux voix, qui est contre, qui s'abstient, unanimité, merci. Il reste 2 délibérations pour Zaya Ichbouden sur les politiques éducatives. La première sur le PEDT. Donc, cette convention porte sur l'approbation de l'avenant à la convention du projet éducatif territorial, portant sur sa prorogation d'1 an. Donc, dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires lancée en 2013 par le ministère de l'Éducation nationale, la ville de Clichy-sous-Bois s'est engagée dans un premier projet éducatif territorial portant sur la période 2014-2017 avec une nouvelle organisation du temps scolaire réparti sur 4 jours et demi et la mise en place des nouvelles activités périscolaires. En 2018, après une large concertation avec les acteurs de la communauté éducative, se sont prononcés majoritairement en faveur du retour à la semaine de 4 jours d'école. Le deuxième BETT a donc été élaboré pour la période de 2018-2020 en intégrant le retour à la semaine de 4 jours et le lancement du plan mercredi.
Les axes de développement d'action sont l'accompagnement des familles, donc la relation à l'école notamment, la prévention et accès aux soins et l'éducation à la santé handicap, la médiation vers les ressources éducatives, artistiques, culturelles et sportives, la prévention et accompagnement des difficultés scolaires, le développement d'une offre financièrement accessible d'accueil éducatif. Donc, le terme de ce BEDT, oui c'est ça, était le 25 juin dernier, et la période couverte étant arrivée à échéance, la ville doit donc élaborer un nouveau BETT pour les 3 prochaines années scolaires. 3 possibilités sont donc ouvertes concernant ce prochain BETT. Le renouvellement du BETT existant ou réécrire un nouveau pour la prochaine rentrée scolaire ou proroger l'existant pour 1 an au vu de l'élaboration d'un nouveau BETT. Donc, au regard de l'intérêt de retravailler un nouveau BETT tenant compte des évolutions de ces dernières années, il est donc proposé une prorogation d'1 an qui va donner le temps nécessaire pour concerter la communauté éducative notamment et ajouter le lien avec la démarche des cités éducatives. Donc ce choix de proroger le BETT pour 1 an doit faire l'objet d'un avenant à la convention signée en 2018 et du bilan 2018-2020 qui devra notamment être réalisé. Donc le conseil municipal est invité à approuver le choix de proroger ce BETT 2018-2020 d'1 an et à autoriser le maire à signer l'avenant à la convention BETT de 2018 en prenant acte de la démarche d'élaboration d'un nouveau BETT pour l'année scolaire 2022-2023. Merci. Y a-t-il des questions sur cet avenant à la Convention et sa prorogation d'1 an? Non. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Encore Zaya pour la dernière délibération sur la relance du projet Petit Déjeuner. Tout à fait. Donc, dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, présentée par le président de la République le 13 septembre 2018, il était fait état de la promotion de la santé à l'école dans une démarche globale et positive permettant de promouvoir le bien-être des élèves. De même, l'importance capitale de l'alimentation des élèves pour leur développement et leur capacité d'apprentissage avait été soulignée. Une des actions, donc, est d'offrir un petit déjeuner dans les écoles. Ce temps défini comme temps éducatif s'est déroulé sur l'année scolaire 2020-2021 entre 8h30 et 9h15 dans le cadre d'un projet élaboré par les enseignants avec le soutien d'ATSEM et animateurs de la ville de Clichy-sous-Bois, tout en associant les parents, en sachant que la trame du petit déjeuner a été travaillée avec des nutritionnistes et des infirmières scolaires. Le budget prévu par l'Éducation nationale est de 2 € maximum par petit déjeuner, incluant l'achat des denrées alimentaires ainsi que les dépenses générées. L'enveloppe pour la ville de Clichy-sous-Bois s'élève donc à 20 364 € pour une période allant du 8 novembre 2021 au 17 décembre 2021. Et donc, ça représente 506 élèves scolarisés en grande section en maternelle et 1191 élèves scolarisés en CM2, ainsi que les doubles niveaux sont aussi concernés. Pour ce faire, une convention doit être signée entre la ville et l'Éducation nationale afin d'encadrer la mise en œuvre de ce temps éducatif et de permettre le versement par l'État de la somme de 20 364 € dédiée à la ville de Clichy-sous-Bois. Donc, ce montant couvre l'intégralité des coûts engendrés par cette opération. Par conséquent, il n'y a donc aucun frais supporté par la ville. La mise en œuvre de ce dispositif, bien sûr, s'articulera notamment avec les collations déjà offertes aux jeunes Clichychois de maternelle. Et donc, le conseil municipal est donc invité à approuver et à autoriser le maire à signer la convention ci annexée
entre la ville de Clichy-sous-Bois et l'éducation nationale portant mise en œuvre du dispositif petit déjeuner dans les classes de grande section des écoles maternelles et des classes de CE2, CM2 dans les écoles élémentaires de la commune. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions sur cette relance du dispositif des petits déjeuners dans le cadre du plan Grande Pauvreté et des relations avec l'éducation nationale? Non. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Nous arrivons au terme de ce conseil municipal. Traditionnellement, je vous demande s'il y a des questions sur les décisions municipales que j'ai été amené à prendre depuis le dernier conseil municipal au titre de l'article L. 21-22-22 du Code général des collectivités territoriales. Il n'y en a pas, je vous remercie. L'ordre du jour étant épuisé, je vous remercie. Je vous rappelle, pour ceux qui le souhaitent, que demain, il y a remise des prix des Maisons Fleuries. Le matin, à 10h, l'inauguration de la microfolie à la bibliothèque municipale à 14h30. Et pour ceux qui seront courageux, il doit y avoir une fête des voisins à la Lorette. Et je crois que c'est tout. Et pour les autres, peut-être bonnes vacances ou bon week-end. Merci beaucoup. Merci à ceux qui nous ont écoutés tout au long de cette séance. Ah, il y a aussi un loto de l'UNRPA. D'accord. Et ben voilà. Un loto à l'espace 93, sous présentation du pass sanitaire.